Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 24 heures du retour du PSG au Parc des Princes pour parler de terrain. Et ce, à un rythme infernal sur le mois d'octobre qui est évidemment regrettable pour les joueurs. Mais nous, on est des supporters, des consommateurs de foot et pas de toutes les polémiques qui ont évidemment pourri l'espace médiatique sur les 15 derniers jours. Donc évidemment, nous sommes contents de revenir à l'essence de ce sport, le jeu. Et pour aujourd'hui, on va faire un avant-match de demain, donc contre Nice. Dans une seconde partie, on reviendra, attention, c'est vraiment la dernière fois que j'en parlerai, sur les polémiques. Intro plus contradictoire, tu ne fais pas. Bref, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. C'est la 9e journée de Ligue 1, l'occasion pour le PSG de creuser ou d'entretenir l'écart créé lors de la dernière journée par la perte de points de l'OM contre Rennes. Et pour les Parisiens, c'est surtout le début de ce grand marathon du mois d'octobre, durant lequel ils vont avoir à cœur d'entretenir la dynamique entamée au mois de septembre, caractérisée par la perte de 2 petits points toutes compétitions confondues. C'était fin août lors d'un nul contre Monaco au Parc des Princes. En face, nous avons les Aiglons qui, après la finale de Coupe de France perdue, la 5e place peu glorieuse avec cette qualification en Conference League arrachée en fin de saison dernière, le changement d'entraîneur qui n'a pas changé grand-chose, mauvais jeu de mots, puisqu'aujourd'hui ils sont 13e, Lucien Favre est passé proche de la trappe lors de la trêve internationale, Mauricio Pochettino était pressenti pour le remplacer, et c'est plus globalement le projet Ineos qui est remis en cause aujourd'hui. Bien évidemment, comme Peter Bosz lors de la dernière journée, eh bien, c'est pas un match contre le PSG qui va tirer quelconque conclusion, mais ce déplacement au Parc des Princes ne se fait pas dans des conditions idéales pour nos adversaires. Nous, on a retrouvé le chemin de l'entraînement. Alors oui, le PSG est tensé médiatiquement par les affaires un petit peu Kylian Mbappé, Neymar, ça c'est un petit peu anecdotique, et surtout par les affaires écologique de Christophe Galtier, le linge sale qui est nettoyé en public par l'ancien directeur sportif de Nice, et on y reviendra dans cette vidéo, Fournier, et Nasser, visé par cette fameuse enquête de Libération. Bref, c'est du grand n'importe quoi, on n'a jamais eu, j'oubliais carrément, l'affaire Amraoui Diallo, qui est la plus folle en fait dans tout ça, c'est dire toutes les affaires qui sortent en ce moment. Bref. Dans tous les cas, hier, on a eu la conférence de presse de Christophe Galtier. 2 points. D'abord, les suspensions. Je l'ai évoqué déjà à 2 reprises dans les vidéos. Neymar et Sergio Ramos sous le feu d'une suspension en cas de carton jaune, donc ce samedi contre Nice, qui sera à purger parce que les suspensions d'accumulation sont à purger pas la journée d'après, mais celle de 15 jours après. C'est-à-dire que s'ils prennent un jaune, ce ne sera pas contre Reims la semaine prochaine, mais contre l'OM le 16 octobre. Évidemment, on préfère les avoir lors du Classico que là, ce samedi. Surtout que Neymar a vécu un match, alors oui, sans décalage horaire, il est resté en France, il est allé au Havre, ensuite il a joué à la maison contre la Tunisie. C'était un match très plaisant d'ailleurs. Bon, d'abord par le score et surtout parce que dans le jeu, c'était vraiment très très intense. Alors Neymar a été d'ailleurs très très bousculé par ses adversaires. Hors terrain, c'était évidemment, j'ai envie de dire comme d'habitude, quoi, triste, avec un jet de banane sur le but de Richarlison, l'hymne national du Brésil hué par évidemment le Parc des Princes. Bref, ça c'est évidemment triste, tragique, mais dans tous les cas, Neymar doit être sur le banc. Voilà, c'est évidemment la conclusion que je fais. Alors, ils n'étaient pas beaucoup, 5 à être restés au camp des loges
pour cette trêve internationale. Parmi eux, Hugo Ekitike, que j'utiliserai. Je pense que si Neymar est mis sur le banc, Galtier préférera Carlos Soler ou Pablo Sarabia. Mais perso, voilà, l'ancien joueur de Reims, quand même, il faudrait lui donner des minutes, une titularisation. Carlos Soler est arrivé sur le tard. Et Pablo Sarabia, les titularisations, il les a eues en début de saison sans pour autant donner satisfaction pleinement. On se rappelle que notamment dans l'utilisation du ballon, c'était pas non plus le height level, même si on n'en attend pas beaucoup d'un joueur comme lui. Bref, Mbappé, Lionel Messi, alors lui, il a joué aux États-Unis, il y a eu l'histoire du décalage horaire, pareil, il a performé, tout comme Neymar et comme la plupart de nos joueurs en sélection, mais c'était émotionnellement très intense avec, pareil, des événements qui sont à la fois heureux et tragiques, parce que il y a des gens qui sont arrivés sur le terrain, qui lui ont demandé de signer un autographe dans leur dos. Ok, c'est cool. Mais si c'était autre chose qu'un stylo qu'ils avaient à la main, et là je fais référence à une quelconque arme, alors oui, c'est peut-être être parano, mais voilà, là enfin bref, tout ça pour dire que le monde du foot en ce moment, plus les histoires sur la fédération, c'est une dinguerie totale. C'est une dinguerie totale. Et dites-vous qu'on est qu'au début de la saison en fait. C'est-à-dire que Loïc Tanzi le disait hier sur le plateau de l'équipe du soir, Neymar, là il va y avoir la Coupe du Monde. Imaginons que Neymar la gagne. Qu'avant cette Coupe du Monde, il fasse un mois d'octobre comme son mois de septembre au PSG. Il va revenir en janvier, croyez-moi, et là je pense que Loïc Tandy a raison, même s'il est un petit peu mauvaise langue, il va ouvrir sa gueule Neymar, et ça va prendre une autre dimension en fait, cette histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple parmi tant d'autres. Plus tôt, tu auras évidemment la Coupe du Monde. Là, comme je disais dans ma vidéo d'hier, toutes les histoires de boycott, ça prend de l'ampleur, mais on n'est que fin septembre en fait. On n'est qu'à 1 mois et demi de l'ouverture de cette fameuse Coupe du Monde, du tournoi. Donc imaginez ce que ce sera quand ça va jouer. À moins que ce soit étouffé, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain. Je trouve, comme je disais, qu'il y a une hypocrisie. Les gens disent qu'ils vont boycotter, mais au final, les chiffres vont être là. Tout le monde va être devant son poste de télévision. Et il y en a qui vont boycotter, bien sûr. Mais dans les faits, ce sera qu'une minorité. Mais dans tous les cas, ça va sévir. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc pas de Neymar contre Nice, attaque Ekitike, Mbappé, bon parce que voilà, il a joué quand même dimanche dernier, même s'il a pris un coup contre le Danemark et qu'il est resté en salle hier, bon, normalement il sera dans le groupe, faisons-le jouer. Lionel Messi, voilà, qui doit enchaîner. Lui par contre, je le mettrai pas titulaire contre Reims. Et je le fais sortir pour Neymar à la 55e, 60e minute du match contre Nice. Bref, au milieu de terrain, alors Verratti est suspendu, c'est pas plus mal puisque dans tous les cas, il revient de blessure. Vitinha avec le Brésil, n'importe quoi. Avec le Portugal, donc a perdu contre l'Espagne. Fabian Ruiz est resté au parc, donc là évidemment faut qu'il commence le match comme il avait commencé celui contre Lyon. Renato Sanchez est peut-être un petit peu court, il a retrouvé l'entraînement collectif, peut-être pas précipiter son retour de blessure. Partons sur un double pivot Fabian Ruiz-Vitinha qui me semble avoir de la gueule parce que complémentaire, Fabian Ruiz un cran plus bas, voilà, avec une activité axée sur le placement, un petit peu moins de courses, par exemple, à effectuer que lors du match contre Lyon. Et puis Vitinha, pareil, dans sa débauche d'énergie habituelle, peut-être faire des actions de pressing plus que d'habitude, et puis techniquement apporter offensivement, même si Fabian Ruiz, attention, dans le dernier tiers, il a montré contre Lyon que ça peut être un de nos milieux les plus influents. Sur les ailes, Achraf Hakimi a joué avec le Maroc, c'était mardi en Espagne contre le Paraguay, match nul et vierge, en même temps que Neymar. Bon, je le fais enchaîner, il a eu le droit à sa mise au banc avant la trêve contre le Maccabi Haïfa. Il lui faut un petit peu de confiance, on espère que Messi va un petit peu moins le délaisser. À gauche, Nuno Mendes a été plébiscité par la presse portugaise après son bon match contre l'Espagne. Défensivement, il a montré que c'était un latéral complet, d'abord parce qu'il a fait de bonnes interventions. Il était dans un système à 4, à prendre en compte si on veut revenir au 4-3-3. Et offensivement, il a fait quelques 1 contre 1 de très très haute volée avec vraiment des gestes techniques ahurissants pour son âge. On rappelle qu'il a que 20 ans. Bravo à lui, il est titulaire bien évidemment, en puissance d'ailleurs dans ce PSG. Danilo pareil, alors même s'il s'est fait peur, il a reçu un coup en fin du premier match. Il était là pour le second.
a plus de peur que de mal. Il est titulaire évidemment demain contre Nice, donc à gauche de la défense selon Christophe Galtier. Moi je le mettrais peut-être un petit peu plus dans l'axe, quoique demain la question ne se pose pas puisque je mets Mukiele à la place de Sergio Ramos quand même. Je fais rentrer Ramos et Neymar en fait. Je les fais pas démarrer, je les fais rentrer. Émotionnellement c'est plus facile, ou du moins moins risqué, de rentrer dans un match, même à la mi-temps, que de le commencer. Tu vois ce que je veux dire, dans ton rapport avec ton 1 contre 1 ou même ton rapport avec l'arbitre. Il commence sur le banc tranquillement et ensuite il rentre. Meilleur moyen de maximiser, bon déjà la prise de rythme avant la Ligue des Champions pour Ramos, Neymar n'en a pas besoin, et évidemment le fait de ne pas prendre de jaune pour être là contre l'OM. On rappelle que Neymar a un passif dans les classicos qui est peu glorieux, même s'il s'est un petit peu rattrapé ces derniers temps, notamment son but lors du Trophée des Champions en janvier à l'arrivée de Pochettino. Et Sergio Ramos, bien sûr que c'est un joueur de Classico, je ne vous fais pas de dessin. Donc voilà, Marquinhos, Danilo et Nordi Mukiele, qui est clairement meilleur en défense centrale qu'en piston, ça je cesserai de le répéter dans mes vidéos. Et puis Donnarumma, qui a brillé, voilà, je voulais juste le mettre en avant parce qu'il a fait notamment un triple arrêt contre l'Angleterre, ouais, si je dis pas de conneries. J'ai pas regardé le match, c'est pour ça, mais j'ai vu cette image du triple arrêt. Et puis surtout, j'ai lu la presse italienne qui l'a vraiment encensé. Alors, pour avoir l'éloge de la presse italienne quand t'es Donnarumma, c'est quand même très très compliqué, vu comment il est complètement blacklisté. Il subit un Donnarumma bashing dans son pays qui est absolument énorme depuis son transfert au PSG. Donc ça fait plaisir de le voir prendre de la confiance. Même si, avant la Coupe du Monde, je pense que Galtier va donner des minutes à Keylor Navas, qui en a besoin, parce qu'il va la jouer avec le Costa Rica. Voilà. Revenons aux fameuses polémiques. Alors, Galtier-Fournier, d'abord faisons un point. D'abord, c'est Fournier qui a allumé la mèche dans l'after-foot avant-hier en disant « Si je donne des détails de ma relation avec Galtier, bon, qui était clairement pas bonne, il n'aura plus accès à aucun vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses qui dépassent la question du foot, donc du mercato, des profils des joueurs ou quoi ou qu'est-ce. » Et tout de suite, sur les réseaux sociaux, les rumeurs sont parties en feu follet à base de gestion du Ramadan. Réponse de Galtier en conférence de presse hier, donc il dit que la forme ne le surprend pas, connaissant le personnage, que c'est quelqu'un de prétentieux, et qu'en tant qu'entraîneur du PSG, eh bien évidemment que tu es exposé et qu'il ne mettra pas son énergie, son temps à se défendre sur ces accusations qui sont infondées et tout le bordel, selon son entourage qui s'est exprimé pour l'équipe, qui a fait un gros papier, on va y revenir dans son édition du jour. D'abord, je voudrais juste revenir sur le timing, juste avant un PSG Nice, tu as quand même deux hommes qui étaient destinés à partir, d'abord parce que Galtier n'a pas enthousiasmé sur le terrain avec son système restrictif, voilà, le fait qu'il était réticent à utiliser 4 attaquants quand il était là-bas, que son Nice était très ennuyant à regarder, ce qui était un fait, mais dans tous les cas, il y a un autre fait, même s'il finit 5e, il réussit quand même à attraper l'Europe, quand aujourd'hui Lucien Favre est 13e, lui à son arrivée, Galtier, il est quand même la plupart du temps 2e, c'est qu'en fin de saison, que les Niçois se sont un petit peu écroulés. Et puis il est allé en finale de Coupe de France, même s'il l'a perdu, et c'était pas glorieux, contre Nantes, évidemment, d'Antoine Comboiré. Donc voilà, bon, je prends un petit peu la défense du bilan de Galtier parce que en fait, même si à l'instant T, quand il signe au PSG, oui, son bilan était clairement pas fameux, mais tu vois aujourd'hui avec Lucien Favre que là-bas, en fait, pour eux, les Niçois, la question de l'entraîneur, c'est pas celle qui prévaut le plus en fait. Voilà, il y a d'autres interrogations avant de répondre à cette espèce de questions, parce que Lucien Favre a eu les mêmes problèmes que Christophe Galtier. Bref. Dans tous les cas, t'en as un qui est parti de Nice pour aller en division 2 italienne à Parme, et l'autre qui est allé dans le club le plus médiatisé de France, le PSG. Évidemment, sur la forme, on peut en vouloir à Fournier de dire sans dire, en disant je ne peux pas en dire plus. C'est vraiment quelque chose d'assez hypocrite, limite lâche, bien évidemment, même s'il y a quelque chose qui peut s'entendre. Il est directeur sportif. Et dans la fonction, balancer de telles accusations, si derrière la justice ne lui donne pas raison, si ce sont des choses qui ne peuvent pas se traduire par des décisions de justice ou d'instances vraiment juridiques, en fait, compétentes, c'est très compliqué pour sa crédibilité.
Le problème, c'est que derrière, il peut perdre certains postes, son métier tout simplement, parce que personne n'aura traduit ses accusations. Ou alors, l'histoire aura été étouffée, comme le monde du foot sait si bien le faire, hein, même si les paroles commencent un petit peu à sortir, les langues se délier, et on s'en réjouit ces derniers temps. Bref, dans tous les cas, tout ça sur fond de gestion du Ramadan. Parce que, en avril dernier, c'était le Ramadan, mais c'était aussi pour Nice une période de moins bien. Et évidemment, au sein du centre d'entraînement, il y aurait eu une gestion décriée de la part de Christophe Galtier. C'est l'équipe qui en a fait un papier aujourd'hui. C'était les rumeurs qui, globalement, se répandaient sur les réseaux sociaux depuis la déclaration de Fournier. Bon, déjà, leur relation, elle a toujours été froide, hein. Le Ramadan n'a pas été un point de départ, ça a été un point de rupture. Dès la fin de l'été 2021, et pourtant, ils étaient amis, avant que, du coup, leur relation devienne professionnelle à Nice. Le Ramadan 2022, Galtier s'en serait plaint, en fait, en interne, hein, du coup, pour expliquer cette mauvaise dynamique. Voilà, il l'utilisait pour expliquer les mauvais résultats. Il aurait demandé aux musulmans du groupe, ceux qui du coup faisaient le Ramadan, de rester avec le reste du groupe au réfectoire, sans leur demander de manger, mais de rester pour la cohésion du groupe. C'est évident que bon, là, c'est tout de suite un petit peu sensible, hein, de demander à des gens qui jeûnent de rester devant d'autres qui sont en train de se goinfrer. Il aurait aussi fait des séances plus légères pendant cette période, donc ça c'est pour sa défense. Il demande à Boudaoui par exemple de manger avant un match contre Bordeaux où il est titulaire. Néanmoins, aucun musulman a vu son temps de jeu réduit, aucun a été sorti de la feuille de match, aucun joueur s'en est plaint, et c'est là en fait le point névralgique. S'il y a vraiment eu un problème, qu'ils prennent la parole, qu'on crée une cellule où voilà, tous les joueurs qui étaient là la saison dernière parlent, tout simplement, pour que les langues se délient, même de manière anonyme en fait, pour voir s'il y a vraiment eu un problème. Faisons parler les principaux intéressés. Les dirigeants du PSG, ça c'est ce qui nous intéresse, étaient au courant, mais ne trouvaient pas ça rédhibitoire au moment de sa signature. Donc là, c'est évidemment très sensible parce que déjà, tu as deux visions qui s'opposent. Et là, c'est vraiment très très sensible parce que ça parle de religion. C'est-à-dire que t'en as qui disent, oui, ceux qui font le ramadan, c'est normal qu'en fait un entraîneur les mette hors de la feuille de match parce que c'est scientifiquement prouvé que le manque de sommeil ou d'hydratation, de manger et tout le bordel, soit rédhibitoire pour des performances sportives. Voilà. D'autres qui te diront, ben oui, mais Paul Pogba, Karim Benzema, N'Golo Kanté ont réussi à performer en plein ramadan, c'est absolument bidon. Voilà, là, évidemment, tu as quelque chose qui est bipolarisé, soit t'es tout l'un, soit t'es tout l'autre. Du coup, Christophe Galtier se serait placé d'un côté, très clairement identifiable. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est ce qu'il a forcé des gens qui faisaient le ramadan, le jeûne, à manger, ou est-ce qu'il a fait un espèce de chantage, tu joueras pas, machin, même si dans les faits, les statistiques montrent qu'il n'y a pas eu de baisse de temps de jeu ou de tout ce bordel. Bref, dans tous les cas, c'est très très sensible. Sur la forme, c'est clair que Fournier a mal joué. Sur le fond, pour moi, il faut, du côté de Nice, créer une cellule, faire parler les principaux intéressés et voir s'il y a eu quelque chose. Et en attendant, eh bien, personne ne prend la parole. Voilà, parce que le tribunal médiatique, aujourd'hui, a une trop grande place, tout simplement. Voilà, ça me paraît... Bon, là, c'est quand même... Pour le moment, il faut faire parler les principaux intéressés. Parler de justice et tout ça, c'est un petit peu compliqué ou prématuré, bien évidemment. Bon, Galtier a eu l'occasion de s'exprimer, mais il s'est pas vraiment exprimé là-dessus, il a parlé que de la forme, et c'est pour ça que je trouve que sa déclaration, bon, ok, il se cache derrière, enfin il se cache, c'est quand même caricatural, il se cache derrière la fonction d'entraîneur du PSG, et du coup il s'éternise pas, il parle de la forme, mais du coup le fond, on n'a pas trop son avis en fait, on sait pas ce qui s'est passé réellement. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, création d'une cellule au sein de l'OGC Nice avant de prendre quelconque décision. Et bien sûr, nous, en tant que supporters, ben, on ne sait pas en fait. Hein. On est au courant de rien. Alors, c'est compliqué cette histoire. Très sensible. Et elle oppose quand même des sujets quand même ultra sensibles qui, bon, c'est pas qui n'ont rien à voir avec le foot, mais qui sont... C'est regrettable en fait de débattre là-dessus. Il y a un autre sujet qui est par exemple Neymar qui soutient publiquement Bolsonaro à 3 jours d'un scrutin présidentiel au Brésil. Là par exemple, j'ai pas le temps d'en parler parce que mon stockage va m'arrêter. J'en parlerai dans une prochaine vidéo probablement parce que je l'avais préparé dans mes brouillons. Ça, c'est une vraie polémique qui, si elle est vraiment menée à bien, serait très consistante.
un des hommes les plus influents du Brésil, Neymar, qui depuis 2018 affiche son soutien à Bolsonaro, tout comme Lucas Moura par exemple, quelqu'un que vous connaissez, Bolsonaro qui est ouvertement raciste et misogyne, que vous le vouliez ou non. On va me sortir dans les commentaires, ouais, l'extrême droite au Brésil, c'est pas celle en France. Bien évidemment que sociologiquement, chaque société s'est construite autour de faits différents et du coup, l'échiquier politique ne correspond pas, c'est une évidence. Mais la misogynie, le racisme, ce sont des choses qui sont universelles en fait. Voilà, ce sont des choses qui sont traduites en droit international et qui sont tout à fait condamnables, tout simplement. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve demain pour la fin des vidéos de la trêve internationale, pour débriefer notre PSG et son match contre Nice qui, on l'espère, sera gagné. Ciao les amis.